Bienvenue! Vous écoutez FinTech, le podcast de France FinTech qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulule, Luco, Bankin, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leurs services. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, contraction de finance, assurance, régulation et technologie ? C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute! Pour cet épisode, je reçois quelqu'un qu'on ne présente plus dans la sphère FinTech, Cyril Chiche, le cofondateur de Lydia. Il a été l'un des premiers invités du podcast, mais en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses du côté de Lydia. L'occasion de faire le point sur ce qui a évolué depuis notre dernier échange. Avant de vous laisser écouter notre conversation avec Cyril, un petit mot sur cet épisode. Il est réalisé avec le soutien de Majorel, leader de l'expérience client sur le marché francophone. Pourquoi Majorel ? Parce que son savoir-faire consiste à gérer, au nom des plus grandes marques, les interactions et les conversations avec leurs clients. Des clients qui attendent des expériences simples et fluides, tout en demeurant humaines. Mais aussi parce que Majorel accompagne les services clients des jeunes entreprises technologiques avec le programme dédié MajUp et qu'il est le partenaire de 2 des plus grands incubateurs et accélérateurs européens de start-up, Wilco et Euratechnologies. Place désormais à notre conversation avec Cyril. Bonne écoute! Bonjour Cyril! Bonjour Anaëlle! Re-bienvenue sur FinTech. C'est vrai qu'on s'était vu il y a 4 ans, au tout début. Exactement, un des premiers épisodes du podcast, voire, non peut-être pas le premier, mais un des premiers. Et on va faire une petite séance de rattrapage sur les 4 dernières années du coup, parce qu'il s'est passé pas mal de choses côté Lydia et Sumeria maintenant. Mais tu vas nous expliquer tout ça, mais peut-être qu'on peut quand même refaire une présentation rapide, toi, et puis la jeunesse de Lydia avant. Ouais. Donc moi je suis Cyril Chiche, le cofondateur et président de Lydia Solutions, l'entreprise qui se cache derrière l'application Lydia et depuis le 15 mai 2024 aussi, l'application Sumeria, puisque c'est une des grandes nouveautés de 2024. On a séparé nos différents services en 2 marques et 2 territoires aussi, pour pouvoir leur donner leur autonomie et leur pleine puissance. Donc on a commencé l'entreprise en 2011, en 2013, en juillet. Donc il y a exactement 11 ans, on lançait la première version de l'application Lydia, qui s'est lentement mais sûrement imposée dans le langage courant comme un équivalent à « je te rembourse » en utilisant simplement ton numéro de téléphone. Et c'était pas nécessairement ce qu'on avait prévu au début quand on réfléchissait à ce qu'on allait faire, mais en tout cas le paiement de téléphone à téléphone était clairement l'idée de départ. On a eu la chance d'avoir une très forte adoption, d'abord sur les campus étudiants, et puis après, ça s'est beaucoup répandu avec ce qu'on appelle l'effet de réseau, qui nous a permis d'arriver à quelques millions d'utilisateurs, au total 8 millions d'utilisateurs en 2023, et à partir de 2020, l'ajout de fonctionnalités, de services de type bancaire, un IBAN, une carte, des petits crédits, de l'épargne, du trading au fur et à mesure des années. Et puis à partir de fin 2022, la volonté de vraiment mettre un gros focus sur la transformation et l'innovation dans le domaine du compte courant, qui nous semblait être, comme en 2013, les remboursements entre amis, un produit dont tout le monde a besoin et qui était clairement pas du tout un territoire d'innovation, car les grands acteurs de ce domaine-là le considèrent finalement comme un produit packagé qui vient avec un crédit, une chose, une autre, et donc le travail là-dessus, le travail produit, les innovations étaient vraiment extrêmement faibles. Et c'est dommage pour un produit dont tout le monde a besoin au quotidien. Et on s'est dit, ça, c'est vraiment une opportunité pour nous. Ouais, c'est ça, c'est plus une commodité finalement qui vient avec le reste qu'un truc sur lequel ils investissent vraiment pour l'instant, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre annonce de mai, la réorganisation, d'où vient le nom? Parce que Lydia a toute une histoire et tu peux peut-être la réexpliquer pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Est-ce que Sumaria, c'est pareil? Et voilà, comment ça s'organise maintenant vos services? Oui, alors comme on disait, comme je le disais, on a eu 8 millions d'utilisateurs. C'est presque la moitié de l'ensemble des Français qui ont entre 18 et 35 ans qui ont utilisé nos services en 2023, mais pas que, évidemment. On a des utilisateurs de tous les âges au-delà de 18 ans, puisque à ce jour, les services sont réservés aux majeurs. Mais on a des utilisateurs qui ont 92 ans et on est assez fiers de ça. Ça veut dire qu'effectivement, l'expérience est extrêmement fluide et c'est vraiment notre signature. Dans ces 8 millions, on avait vraiment deux catégories d'utilisateurs. On avait d'un côté les utilisateurs de nos services historiques, on va dire de l'argent social. Donc ça, c'est les remboursements entre amis, mais aussi les cagnottes. Et on avait d'un autre côté, qui peuvent aussi utiliser ces services d'argent social, des utilisateurs de nos services de type bancaire. Donc, qui petit à petit ont fait de cette application leur compte. Et en 2023, c'est 1,6 million de personnes. Et donc, c'est vraiment beaucoup de personnes à l'échelle d'un compte purement en ligne. En France, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont ce genre de chiffres. Et on se rendait compte, au fur et à mesure, que cet ADN de l'expérience extrêmement fluide, parfaite, qui avait fait la signature de Lydia dans les remboursements entre amis, petit à petit, commençait à être moins vrai pour ceux qui n'utilisaient que les fonctionnalités d'argent social, puisque au fur et à mesure que nous introduisions plus de services bancaires dans l'application, eh bien, cette pureté de l'expérience s'amenuisait. Alors, pour ceux qui voulaient ces services bancaires, c'était super, mais pour les autres, et on voyait une certaine partie de notre base d'utilisateurs qui commençait à se plaindre de ça, à raison, enfin en tout cas légitimement, et nous, ça ne nous convenait pas, parce qu'il faut comprendre aussi que cette base d'utilisateurs des services d'argent social, service Lydia, puisque le fameux « je te fais un Lydia », ça veut bien dire ça, sont aussi la base de notre fenêtre de conversion, de ceux qui vont ensuite devenir nos utilisateurs de services bancaires. Et donc, si on les déçoit à l'étape 1, on a peu de chances de les retrouver à l'étape 2 ou 3. Et donc, on est arrivé à la conclusion que le seul moyen de s'assurer que l'expérience était vraiment parfaite pour, d'un côté, l'argent social et de l'autre côté, le compte courant, c'était de les séparer en tant que service et donc de leur offrir à chacun un territoire nouveau, une application nouvelle, mais aussi des interactions. Et donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'est garder la marque Lydia pour « je te fais un Lydia » pour l'argent social, c'était évident. Là, ça aurait été compliqué de changer cette partie-là. Ça aurait été impossible, ça aurait été complètement dingue. Et puis, quand on a la chance de bénéficier d'un phénomène comme celui-là, qui arrive à très peu d'entreprises, on va pas gâcher son plaisir. Et donc, évidemment, la partie argent social, donc paiement entre amis, cagnotte, se devait d'être sous la marque Lydia. Et donc, l'idée, c'était d'apporter une marque nouvelle pour les services bancaires, et notamment pour le compte courant, dans lequel, là aussi, on allait marquer, comme pour Lydia, une rupture forte avec ce qui existait dans le marché. Le nom est une rupture, tu l'as dit. Lydia n'est pas un quelque chose pay, comme il y en a eu tellement, ou quelque chose monnaie, comme il y en a eu là aussi tellement. Pas tous avec succès, pas tous avec échec, mais en tout cas, c'était des noms tellement communs qu'on ne savait plus qui faisait quoi. Et donc, quand on a créé cette marque, on voulait une marque qui sorte de ce flot de marques similaires, mais aussi qui avait un sens et qui faisait un clin d'œil à toute l'histoire de ce métier-là. Et quand on fait du paiement, évidemment, c'est l'histoire de la monnaie à laquelle on va se rattacher. Et Lydia est le royaume qui, au 7e siècle avant Jésus-Christ, a vu la première pièce de monnaie être frappée. C'est le royaume dont le dernier roi était Crésus. C'est le royaume dont le fleuve qui traversait la capitale s'appelle le Pactole. Et donc on voit bien que même si on ne le sait pas, c'est un nom, c'est une histoire qui a marqué les mots liés à l'argent et à la monnaie jusqu'à ce jour. Puisqu'on dit effectivement
toucher le pactole, être riche comme Crésus. Et on voulait absolument faire un clin d'œil à cette longue histoire de l'évolution de la monnaie quand on a créé cette solution de paiement. Et c'est d'ailleurs assez drôle, parce qu'au début, on a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de gens qui disent « Mais c'est quoi ce nom ? Lydia, ça sort d'où ? C'est ta femme, c'est ta grand-mère, c'est une ancienne petite amie. » Et donc, évidemment, c'est assez amusant de voir ce nom, qui est le nom d'un royaume ancien, devenu, entre-temps, un prénom féminin, qui est devenu depuis une expression, mais avec ce nom utilisé au masculin. Je te fais un Lydia. Ouais, c'est presque un nom commun, en fait, maintenant. Voilà, et donc, en tout cas, c'est une expression commune. Et ça dit de l'appropriation du produit, du fait que ce produit a rencontré un besoin et l'a servi de la manière la plus parfaite. Et finalement, comme il a rempli un trou de manière vraiment parfaite, on lui a donné ce nom-là. Donc, rembourser un ami de manière instantanée en utilisant son 06, on dit « je te fais un Lydia ». Et donc cette rupture, c'est bien ça, on voit la double rupture, ce qui est d'un côté l'instantanéité, qui n'existait pas en 2013. Tous les transferts d'argent se faisaient en 3 ou 4 jours, parce qu'en plus il fallait rajouter un bénéficiaire, mais aussi l'utilisation du 06, c'est-à-dire une donnée que l'on connaît déjà, que l'on a sur soi, à la place de l'IBAN, qui était pour le moins pénible à retenir, que assez peu de gens connaissent par cœur. Voilà. Donc, ça, c'était la grande rupture de Lydia originelle. Et quand on se dit, OK, on va séparer ces services-là, il faut évidemment apporter là aussi une nouvelle rupture très forte sur le sujet du compte courant, dont on se dit qu'on allait le transformer, qu'on allait vraiment amener un électrochoc comme on l'a fait en 2013 avec les remboursements entre amis. Et donc on a regardé un certain nombre de choses qui nous paraissaient étonnantes, un peu dépassées, plus d'actualité sur ce produit dont on a tant besoin, dont tout le monde a besoin. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre de paramètres. Et donc pour cette activité-là, pour ce territoire-là, qui est au centre des métiers historiques de la banque de dépôt, même si Lydia Solutions, l'entreprise n'est pas une banque, c'est un processus que nous venons de démarrer auprès de la CPR et de la BCE que de demander un agrément d'établissement de crédit, donc de banque. Mais aujourd'hui, on est agréé en tant qu'émetteur de monnaie électronique, fournissant des services de paiement et société de financement auprès de la CPR et donc de la Banque de France. L'idée, c'est évidemment d'amener là aussi, non pas une marque comme on en voit tant avec des noms anglais pour faire cool. On n'avait pas besoin de faire cool, nous. Pourquoi ? On était déjà cool. Le cool, on l'avait déjà. On a besoin d'amener quelque chose qui est solide, qui est inscrit dans le temps. Parce qu'évidemment, on a un peu moins d'histoire que les grandes banques historiques qui ont plusieurs centaines d'années pour certaines d'histoire à leur compteur. Et donc, on a choisi le nom de Sumeria. Donc, Sumeria est inspiré par la civilisation sumérienne qui a amené à l'humanité la transition de la tradition orale à la tradition écrite. Et ces premières écritures, c'est qu'on appelle cunéiformes, donc c'est des petits triangles et des petites barres gravées dans des tablettes d'argile avec des bambous taillés. Et donc là, on est à 2500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 4500 ans. Ces premières écritures ont été inventées pour tenir des comptes. Parce que c'était une civilisation qui était une civilisation marchande très puissante, et donc il y avait besoin de tenir les comptes et de les graver dans quelque chose, un support durable, comme on dirait dans la réglementation RGPD. Et donc, il était important pour nous, quand on regarde quel est le métier de base du compte courant, finalement, c'est bien la tenue de compte, les entrées, les sorties, les soldes. Et on s'est dit, là aussi, faisons un clin d'œil à cette histoire. On a donc choisi cette civilisation sumérienne, et évidemment la fin IA, Sumeria, c'était pour avoir une identité avec Lydia, et donc une communauté de noms phoniques entre les deux marques. Mais dans Sumeria, évidemment, on peut faire des Lydia. Je sais parce que j'ai que cette application maintenant, et ça va, je ne suis pas complètement perdue. Voilà. Et pourquoi ? Parce que
Lydia est le nom du service d'échange d'argent entre amis. On dit je te fais un Lydia, il n'y a pas de raison que ceux qui utilisent Sumeria comme leur compte courant soient privés de faire des Lydia ou qu'ils aient une obligation d'avoir une seconde application. Ensuite, la question qui s'est posée à nous quand on avait décidé de séparer ces deux applications, on a, entre autres, s'est posé la question de savoir quelle va être la nouvelle application. Parce qu'on en avait une application qui faisait tout. Et le plus facile aurait été de dire nouvelle marque, nouvelle application. C'est-à-dire que la nouvelle application aurait été Sumeria. Mais quand on regarde de manière plus sérieuse quels sont les utilisateurs qui seraient le plus fortement ou négativement impactés par le fait de devoir retélécharger une nouvelle application, c'est entendu que ceux qui reçoivent leur salaire, qui ont leur prélèvement, qui utilisent l'application comme leur compte courant, sont ceux qui auraient le plus gros impact. Et donc, si on est sérieux et qu'on est attentif à ces utilisateurs, il était assez certain que nous devions garder l'application historique et la renommer Sumeria. Alors évidemment, ça crée une confusion, puisque on vient de Lydia, on va séparer en deux applications, mais on va garder l'application Lydia en Sumeria et créer une nouvelle application Lydia. Mais c'était finalement le seul chemin dont on savait que pendant quelques mois, il allait générer beaucoup de confusion, beaucoup de cris, beaucoup de problèmes de compréhension, et on savait qu'on allait devoir faire beaucoup de pédagogie à ce moment-là, mais c'était le seul chemin logique. Et donc effectivement, en avril, le 2 avril, on a créé cette nouvelle application Lydia, qui est Lydia Argent Social, donc remboursement entre amis, cagnotte à son meilleur. On a vraiment repris l'application quand elle était absolument pure de 2018, même avec son grand bleu profond et compagnie, et on l'a un petit peu amélioré. Et donc c'est vraiment... j'ai souvenir à l'époque, le patron de PayPal, du produit de PayPal, qui était venu en France. On avait eu un meeting avec lui, et il avait dit, je crois, le plus beau compliment qu'on a jamais reçu pour cette application, et Dieu sait qu'on en a reçu. Il avait dit, quand je veux embêter les product designers au headquarter de PayPal, je leur montre votre application. Il n'avait pas dit embêter, mais c'était en anglais, du coup, je l'ai traduit par embêter. Et ça veut dire qu'effectivement, on est retourné à quelque chose de absolument dédié à ces fonctionnalités-là, et où aucun clic est inutile, où il n'y a aucun bruit, où c'est vraiment l'action pure. Ouais, zéro friction, quoi. 0. De l'autre côté, sur Sumeria, et donc cette application qui concentre nos services, notamment de compte courant, là, on a voulu apporter, comme je disais tout à l'heure, des innovations radicales. Et quand on regarde pour 75% des Français quel est le quotidien de leur compte courant, eh bien la réalité, c'est que, même s'il y a plein d'alternatives, la réalité, c'est que 75% des Français ont un compte courant pour lequel ils payent tous les mois, sur lequel il n'y a aucune rémunération des dépôts, et je vais y revenir parce que c'est quand même un gros sujet, sur lequel ils ont une carte qui est moche, voilà, moche, et sur laquelle il y a d'importants frais quand ils l'utilisent à l'étranger. Ça, c'est la réalité de 75% du marché français. Bon, il y a sûrement moyen de faire mieux que ça. On peut rajouter là-dedans 2 ou 3 petites choses supplémentaires. La première étant que l'historique et les balances, les soldes se mettent à jour, certainement pas en temps réel pour la plupart, que quand je lis mon relevé, je comprends une ligne sur 2 parce que c'est tout un tas d'acronymes qui sont pas faits pour moi, qu'avec un peu de chance, j'ai une carte et une carte unique, et que si je fais des achats sur Internet, dans certains sites, même lesquels j'ai pas confiance, je vais devoir donner ces numéros de carte, et que ça m'expose à des risques. J'en passe et des meilleurs. Enfin, vraiment un produit qui est utilisé par tous chaque jour, et dont le niveau d'évolution est indigent par rapport aux possibilités offertes et par la technologie et par la réglementation. Et donc, c'est évidemment notre rôle de chef innovateur, de chef disrupteur, comme on dirait en anglais, de first mover,
et donc d'amener ces innovations-là. Et donc on a créé avec Sumeria un compte courant qui est gratuit, sur lequel les dépôts sont rémunérés à 4% jusqu'à la fin du mois d'août, 2% après, sur lesquels la carte est belle et gratuite et qui n'a pas de frais quand on l'utilise pour payer à l'étranger. Évidemment, les soldes et historiques sont mis à jour en temps réel et on peut faire des cartes éphémères qui ne servent que pour un seul paiement virtuel quand on veut payer sur des sites internet dans lesquels on a moyennement confiance. Un autre point qui est vraiment important, pour revenir sur l'histoire de l'historique de paiement de mes relevés de compte, je peux rechercher aussi loin que mon premier paiement et je peux moi-même ajouter des commentaires sur les transactions pour pouvoir m'y retrouver et comprendre ce à quoi elles correspondent, mais aussi, quand je ferai ma recherche, à retrouver la transaction parce que j'ai commenté moi, je peux aussi ajouter une photo du ticket de caisse. Par exemple, on peut prendre l'idée d'avoir acheté un jour un sèche-cheveux ou un appareil photo quelque part, et 1 an et demi plus tard, avoir besoin de la garantie. C'est toujours bien d'avoir la ticket de caisse. Bon, mais parlons de cette histoire de rémunération, parce que c'est quand même un sujet. Aujourd'hui, en France, les comptes courants des Français ne sont pas rémunérés. Alors j'entends beaucoup, depuis qu'on a lancé le 15 mai cette offre, de gens qui disent « Oui, mais il y a le livret A, il y a tous les livrets réglementés, tata. » Ok, c'est vrai, tout ça existe. Néanmoins, il y a 550 milliards d'euros, ça c'est les chiffres de la Banque de France au 31 mars 2024, qui dorment non rémunérés sur les comptes courants des ménages français. Je ne parle pas des entreprises, je parle des ménages. Et donc, si on partait du principe que les banques ne touchaient que la rémunération de la BCE avec le taux des dépôts et qu'elles n'en faisaient rien d'autre, ce qui n'est pas le cas, elles font mieux que ça, mais admettons même qu'elles ne faisaient que ça, on est en train de parler d'une manne de 20 milliards qui n'est pas partagée avec les Français. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas le cas dans bien d'autres pays, y compris autour de nous. Et donc, il n'y a pas de raison particulière que les Français soient privés de ça. Et donc, cette histoire de livret de ci, de là n'est clairement pas une excuse à quoi que ce soit. Cette situation a été bâtie à une époque où il y a eu un accord entre le gouvernement français et les banques pour ce qu'on a appelé le NINI. C'est-à-dire, d'un côté, on ne rémunère pas les dépôts des comptes courants, mais d'un autre côté, on ne facture pas ni les chèques, bon, c'est plus vraiment d'actualité, ni la tenue de compte. Or, on voit bien que, entre-temps, la tenue de compte est facturée, et d'ailleurs, ce sont des frais qui augmentent très régulièrement, quasiment tous les ans, mais que la rémunération n'est toujours pas là. Donc, on a cassé un côté du nid, mais l'autre côté est toujours là. Et donc, on comprend bien que, bon, c'est pas idéal, quoi. C'est pas idéal, en tout cas, pour le client. Et, encore une fois, on comprend pourquoi ceux qui ont cette manne et ont construit leur structure de coût sur le fait de disposer de cette manne n'ont pas envie de le faire. Mais c'est pas pour ça qu'en tant que client, on doit se satisfaire de ça. Et nous, on construit d'abord et avant tout ces services pour nous, pour nos proches, pour des gens qui nous sont chers, et ensuite pour tout le monde. Et donc, évidemment, on n'allait pas laisser ça comme ça. Et on m'a demandé l'autre jour, quelle serait la plus grande réussite pour Sumeria ? J'ai dit, ben, pour moi, la plus grande réussite serait que demain, un peu comme ça a été le cas avec Lydia, quand on regarde l'initiative, par exemple, Paylib, des banques, qui connaît un certain succès. Et donc, finalement, on arrive à une situation où, avant, il fallait 5 jours pour envoyer de l'argent à quelqu'un, entre le temps d'ajout du bénéficiaire, puis le temps de transfert, et il fallait connaître son IBAN, et là, et aujourd'hui, ben, avec le 06, on peut envoyer de l'argent instantanément, quasiment pour tout le monde. Et donc, la situation de consommateur s'est significativement améliorée. Et bien là aussi, on espère qu'un jour, tous les acteurs rémunéreront les comptes courants en France comme ailleurs, et on aura été un acteur plus que majeur de la transformation du secteur
bancaire. Vous auriez changé le marché, quoi. C'est l'idée. Et on espère ça, évidemment. Je veux bien qu'on revienne un petit peu juste là sur les derniers mois avant de se projeter dans le futur. Mais tu disais justement, évidemment, ça pouvait créer de la confusion, etc., tout ce changement. Comment ça a été reçu? Quelles sont un peu les réactions? Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que vous avez perdu des gens en route, etc.? Alors, quand on fait des gros changements comme ça, on a toujours tout l'éventail des réactions. Et ceux qui généralement se manifestent le plus, c'est ceux qui sont mécontents. Comme toujours. Oui, logiquement. En vrai, logiquement, quand je suis content, je continue, quoi. Voilà, on a la chance quand même d'avoir des gens très contents qui se manifestent. Mais quand on regarde après les faits, ce qu'on voit, c'est que il y a évidemment des gens qui sont mécontents du changement. On nous a beaucoup dit qu'on n'avait pas prévenu, qu'on n'avait pas informé. Bon, la réalité, c'est qu'on a fait beaucoup de ça, mais que, et moi le premier, quand on n'est pas un utilisateur très actif d'un service, on ne lit pas nécessairement les emails, qu'on en reçoit des centaines, ça devient très difficile. De temps en temps, si j'ai une pop-up dans l'app, mais que je n'utilise pas très souvent, quand j'y vais, c'est pour faire une action, et donc quand j'ai une pop-up qui me dit « Attention, il y a une nouveauté », je vais cliquer sur « Fermer », et on ne peut pas non plus empêcher les gens d'utiliser le service juste pour qu'ils lisent ce qu'on a à leur raconter. Donc on a eu beaucoup de presse, plus de 130 articles au moment du lancement de Sumeria, mais voilà, tout ça suffit pas, et il y a beaucoup de surprises quand on n'avait pas eu l'info, quelle que soit la raison pour laquelle on n'a pas eu. Et donc on a eu beaucoup de gens qui ont dit « Oh là là, mon Dieu, c'est horrible, vous m'avez pris en otage, vous m'avez obligé, pourquoi vous m'avez enlevé Lydia, moi je voulais juste rembourser mes amis. » Tout ça était évidemment faux, on avait pris personne en otage, ça c'est évidemment, personne, jamais, mais aussi on avait au contraire recréé l'application Lydia la plus pure, celle qu'ils voulaient. Et donc elle était disponible. Alors sans doute qu'on n'avait pas assez forcé la migration de ceux qui ne faisaient que utiliser le service Lydia à l'intérieur de l'application commune, et on fait ça de manière plus active maintenant. Vous avez des bons résultats là-dessus? Oui, on a des bons résultats. Les notes sur le store de l'application Lydia sont très bien. C'est l'application numéro 1 en finance depuis le mois de mai, très loin devant les autres. Je crois que maintenant elle est toujours dans les 25 premières applications gratuites les plus téléchargées en France, mais elle est restée longtemps dans le top 10. Donc on a ce mouvement commence à arriver, mais évidemment, ça s'est un peu fait dans la douleur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par ailleurs, sur la partie Sumeria, dans les changements qui ont été vraiment très marquants, on a changé le nom, on a changé l'icône, on a changé la couleur, on a changé l'interface, même si la structure est toujours la même, compte, carte, historique, et tout ça a pu générer bien sûr de la surprise, de la confusion, un peu d'agacement chez un certain nombre, mais ce qu'on a vu dans les faits, c'est que il y a peut-être quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui ont arrêté d'utiliser les services, temporairement ou définitivement, on verra. J'espère temporairement, évidemment, parce que ça n'a jamais été l'intention. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que le gros des utilisateurs continue d'être actifs. Quand je dis le gros, l'immense part des utilisateurs, parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs dans cette application, que les nouveaux utilisateurs et les power users, donc ceux qui utilisent vraiment comme compte courant, sont massivement satisfaits, et on fait beaucoup d'interviews clients quali, mais aussi on peut le voir dans les enquêtes plus quanti ou dans les commentaires. Et enfin, ce qu'on a pu voir, c'est que le système de rémunération du compte courant fonctionne, puisque les dépôts de nos utilisateurs de cartes ont augmenté de plus de 50%. Et ça, on parle de beaucoup d'argent. D'accord. Et donc, ça dit qu'il y a un mouvement. Que la promesse intéresse. Et surtout, on paye cette rémunération tous les mois. Et donc, on voit à chaque mois, au moment où on paye, l'argent déposé sur les comptes remonter en milieu de mois, ce qui n'arrive jamais. Normalement,
du 5 au 26, c'est une pente droite, descendante sur les soldes globales. Là, ça remonte et on voit aussi pas mal de bouche à oreille se créer, donc un début d'effet de réseau avec une augmentation significative du nombre de clients qui ont perçu cette rémunération entre le mois de juin, donc pour le mois de mai, et au mois de juillet, donc pour le mois de juin. Et donc on est assez confiant sur le fait que la promesse, plus elle est tenue, et plus elle est matérialisée, et plus la satisfaction et le fait de devenir finalement un ambassadeur de Sumeria, comme ils l'ont été dans le passé pour Lydia, se matérialise aussi. Moi j'ai une question quand même, parce que ça a l'air super pour les clients, mais toi à la fin, comment... toi, Sumeria, comment vous gagnez de l'argent? C'est quoi le business model exact de la solution? Alors, les sources de revenus sont multiples, mais les principales sources de revenus sont d'un côté les revenus qu'on peut appeler d'usage. Donc les revenus d'usage, c'est je paye pour utiliser. Donc par exemple, on a des offres d'abonnement, soit pour la carte Sumeria noire qui permet d'avoir des plafonds plus élevés et des assurances. Et soit pour notre offre d'aide à l'épargne qui s'appelle Sumeria Plus, où là aussi on a un beau démarrage. Là aussi l'idée c'est beaucoup de gens savent qu'ils devraient épargner, qu'ils pourraient épargner, ils ne le font pas parce que la mise en route est compliquée, parce qu'on leur raconte toujours tel produit avec tout un tas de spécificités. Là on essaye de faire simple et d'actionner la mise en route, puis après de structurer avec un peu de gamification pour rendre ça plus agréable. Et ça marche bien. Et donc on a dans cette partie abonnement une part importante de nos revenus. Une seconde part des revenus, c'est ce qu'on appelle les revenus un peu passifs. Et donc, c'est les revenus qui sont générés par les dépôts des clients. Nous aussi, on est rémunérés sur les dépôts des clients. Pour l'instant, on rétrocède tout, mais on va ensuite, dans l'idée, partager. Et c'est une question de principe. Parce que pour certains, ça fait un petit montant, mais en fait, c'est le principe qui est là. C'est est-ce qu'on doit partager ou est-ce que finalement l'établissement qui tient mon compte doit tout garder pour lui? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui par cette offre Sumeria. Évidemment, nous, on a répondu avec il faut partager. Et puis, les revenus qu'on appelle d'interchange, donc ça, c'est la petite part des frais payés par les commerçants quand un client de Sumeria, mais aussi de n'importe quel établissement, utilise sa carte. Alors le commerçant qui encaisse paye, et une partie de ce qu'il paye comme frais revient à l'établissement qui est émetteur de la carte. Dans ce cas, c'est nous. Donc ça, c'est les revenus, on va dire, passifs que l'utilisateur ne paye pas, c'est le système qui reverse. Et puis on a une troisième source de revenus, qui sont les revenus de distribution, puisqu'on distribue un certain nombre d'offres, notamment sur du trading, actions, crypto, ETF, et métaux précieux, crédit, voilà, qui aujourd'hui génèrent pour Lydia Solutions des revenus de distribution. C'est dans cet ordre-là. Très clair, merci beaucoup Cyril. Et j'ai une question parce que c'est un sacré changement pour l'externe, évidemment pour les clients, mais en interne, ça veut dire aussi, j'imagine, toute une réorganisation aussi des équipes, de peut-être la façon de travailler, etc. Comment ça s'est passé? Comment vous avez structuré les choses en interne pour réussir à mener un tel projet? Alors oui, tu as raison, c'est une restructuration en interne aussi, pas si lourde que ça, parce que les deux services, les deux applications s'appuient sur le même core banking system, qui est quand même une des parts très lourdes dans le développement de ce genre de service. Et donc justement, la tenue de compte, les entrées, les sorties, les moyens de paiement, tout ça, c'est le même core banking system, et donc ça, c'est les mêmes équipes. Au-dessus de ça, on a finalement la partie application et expérience, dont un des éléments est là aussi commun, c'est la partie identification, authentification, puisque avec les mêmes login et mot de passe, identifiant et mot de passe, je peux me connecter aux deux services.
Et donc ça, c'est aussi une équipe commune. Et donc ce qui reste, c'est vraiment la partie expérience applicative. Et là, on a des équipes dédiées qui permettent d'avoir pour chaque service une roadmap maintenant autonome et la possibilité de réinvestir dans de l'innovation dans l'un sans que ça impacte l'autre. Et ça, c'était très important parce qu'on voyait bien que dans la situation passée où tout était mélangé, l'innovation dans l'un impactait l'autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris ces décisions. Donc on a effectivement scindé les équipes expérientielles et applications. Okay. Donc toute la partie front visible par les clients en 2 équipes. Après, pour tout ce qui est les métiers un peu plus réglementés, conformité, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, lutte contre la fraude, tout ça, finalement, ça reste des équipes communes parce que c'est les mêmes métiers, même si on a mis en place quelques spécificités pour l'un et pour l'autre, mais oui, il y a peut-être des degrés différents, mais au-delà des degrés, il y a des produits qui n'existent pas. Par exemple, voilà, on ne peut pas avoir une carte sur Lydia, donc c'est rien de regarder dans Lydia. Voilà. Mais sinon, c'est les mêmes équipes en interne. Et peut-être dernier sujet de notre conversation, avant de passer plus aux questions de fin, mais vous faites partie des plus grosses fintech, je pense, qui sont en relation directe en B2C, quoi, avec les clients particuliers. Et la relation client, c'est un vrai sujet en B2B et en B2C, mais bon, central, avec essentiel. Les particuliers, encore peut-être plus, parce que c'est vraiment très personnel, quoi, comme relation, je vais dire. Et c'est un sujet sensible. Ouais, en plus. Comment ça se passe, vous, votre relation client aujourd'hui ? C'est quoi les différents canaux de com que vous utilisez en fonction du parcours client ? Comment vous êtes organisé sur cet aspect-là ? Alors, évidemment, c'est essentiel. C'est un des facteurs clés de la confiance, au même type que le produit, ou que d'ailleurs le core banking qui gère les opérations, s'assurer que les chiffres soient toujours justes, des milliards de fois. C'est sans aucune erreur, c'est la base. Et donc, je vais partager un truc qui illustre la manière dont on réfléchit ici. Le projet bancaire s'appelle MMB. C'est un projet dont on a aujourd'hui une première partie qui est disponible, c'est le compte courant avec Sumeria, mais il y a bien sûr plein d'autres choses qui vont arriver demain avec cet agrément d'établissement de crédit. Il s'appelle chez nous en interne MMB pour My Mother's Bank. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, oui, bon, c'est la banque de ma mère, c'est entendu, mais c'est anecdotique. Elle a un billet. Mais ça veut dire aussi qu'on construit ces services-là pour nos proches, pour des gens vraiment auxquels on tient, sincèrement. Et donc, une des grandes règles qu'on a ici, c'est quand on doit faire quelque chose et qu'on n'a pas nécessairement une description extrêmement précise d'un arbre de décision. Alors l'arbre de décision est très simple. La première question, c'est est-ce que je le ferai pour ma mère ? Et si c'est pas pour ma mère, ça peut être pour une personne très proche, c'est pareil. Et si la réponse est non, alors je ne le fais pas et je challenge la demande. Et si c'est oui, deuxième question en cascade, est-ce que je le ferai comme ça pour ma mère ? Et là encore, si la réponse est non, je challenge la manière de faire. Et si la réponse est oui, je peux le faire. Le tout, bien sûr, dans le cadre de la réglementation, de la conformité et compagnie, puisqu'on n'est pas dans un domaine qui est n'importe lequel, dans un domaine qui est très encadré. Et ça dit de tout. Ça dit de comment on va traiter l'expérience client dans le produit, ça dit aussi de comment on va traiter l'expérience client en termes de relation client. Et on a donc un certain nombre de canaux de communication. Évidemment, le principal canal, c'est l'application. Dans l'application, je vais retrouver plusieurs possibilités. La première possibilité qui est un échange par message avec nos conseillers. La deuxième possibilité, si j'ai besoin si je veux essayer d'avoir une réponse instantanée, c'est la possibilité d'interagir avec un chatbot ou plutôt
finalement un outil automatisé de recherche dans notre base de connaissances, organisé pour répondre aux principales problématiques clients. Et là, ça permet d'avoir des réponses en instantané. Si je ne les ai pas, évidemment, je peux écrire à mon conseiller. Et puis, on a ensuite des canaux plus, on va dire, traditionnels, téléphone, pour les situations d'urgence avec la carte, c'est une obligation, mais aussi pour nos utilisateurs de la carte Sumeria noire, parce que c'est effectivement un traitement qui est coûteux et, voilà, et qui est aujourd'hui réservé à cette partie de notre clientèle. Les autres payent zéro, et donc forcément... Et on s'est posé la question de savoir si on faisait payer tout le monde, est-ce qu'on pourrait faire ça ou pas. Et pour l'instant, l'arbitrage, c'est que c'est mieux de ne pas faire payer et d'interagir à l'écrit. Mais peut-être qu'un jour, on changera cet arbitrage. On est en train de tester des nouveaux canaux de communication qui, pour l'instant, sont assez prometteurs. Le premier, c'est évidemment du chat temps réel avec un conseiller humain. Voilà, là, on commence à déployer un peu plus massivement cette possibilité-là. Et on est en train de tester la possibilité pour nos clients de nous laisser des vocales. Ok. Et ça marche bien ? Ben, écoute, on a commencé il y a quelques semaines, ça fait 2 semaines, je crois, qu'on commence ce pilote-là, mais c'est prometteur. Ok. Ouais. En même temps, c'est vrai que parfois, à l'oral, c'est beaucoup plus simple d'expliquer que d'écrire un long pavé. C'est ça l'idée, et puis pour certaines personnes, l'écriture est difficile. Ouais. Et donc, on a trouvé que le vocal était sans doute un moyen relativement inclusif tout à fait. de donner une interaction facile dans le cadre de cette relation client. Donc, c'est pour ça qu'on teste cette possibilité. On croit beaucoup dans l'inclusivité de la tech, qu'une bonne tech est là pour rendre les choses plus simples à ceux pour qui c'est le plus difficile. Intéressant, très intéressant. Et du coup, j'entends que vous avez à la fois beaucoup d'humains, en fait, dans cette relation client et une partie d'automatisation. C'est quoi le pourcentage, entre guillemets, selon toi ? Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, vous allez avoir encore plus de technologie pour vous aider dans cette relation client, ou que vous allez rester très... une relation client gérée par des humains ? Alors, les deux. Les deux. On investit beaucoup dans la technologie, notamment dans les technologies d'IA, mais pas que. Mais dans la perspective, soit de rendre la partie chatbot dont je parlais plus pertinente, et donc d'augmenter le pourcentage des requêtes qui trouvent leur réponse via ce canal-là. Et ça, c'est tout bénéfice, parce que finalement, si j'ai l'information tout de suite, même à 3h du matin, c'est quand même bien, quoi. L'autre partie, c'est investir dans la tech pour aider nos conseillers, pour les rendre le plus rapide, tout en restant extrêmement pertinent dans la réponse qui est apportée à nos clients. Parce qu'évidemment, le délai de réponse compte, et si je dois chercher, ça prend du temps. Si un travail d'analyse préalable sur les intentions de la communication reçue, qu'elle soit en vocal ou à l'écrit, puisque maintenant on peut transformer facilement du vocal en écrit et ensuite aller utiliser des outils d'IA générative pour aller justement piocher dans des bases de connaissances qui sont multiples chez nous et pour proposer des pistes de réponse à nos conseillers afin qu'ils soient plus pertinents plus vite. Ça, c'est très important. Donc on investit beaucoup dans la technologie, mais pas pour effacer l'humain, mais pour rendre l'humain en capacité de délivrer un meilleur service à nos clients. Et puis, comme on est vraiment, sans doute, passionné par cette relation humaine directe, aussi, on va ouvrir à Paris un espace physique, un lieu physique, où on pourra recevoir des clients, des prospects, des curieux, présenter des nouvelles choses. C'est pour dire qu'on croit vraiment dans le fait qu'on puisse être en ligne et très humain, et même, pourquoi pas, très physique. Dernière question, dans les dernières questions, Cyril, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu es à la tête de Lydia et de cette aventure un peu incroyable, je pense, en tout cas de l'extérieur.
extraordinaire. Tu reportes quel regard dessus et tu fais quoi, toi, comme bilan à titre personnel de tout ça ? Je crois que je peux dire de manière assez honnête que je m'estime extrêmement chanceux de pouvoir vivre une telle aventure au quotidien et 13 ans après avoir commencé, puisqu'on a commencé cette aventure dans les tout premiers jours de septembre 2011 avec Antoine Porte, d'avoir encore à ce point de l'envie, de la passion, du feu, de l'envie vraiment d'en faire encore plus, d'aller explorer de nouveaux territoires, d'aller encore plus loin. Et je crois que ces différentes étapes du développement de l'entreprise, et aujourd'hui cette nouvelle étape avec Sumeria, mais aussi le fait qu'on va réinvestir dans la partie paiement avec Lydia, le fait d'aller chercher un agrément d'établissement de crédit, dit à quel point on se projette loin dans l'avenir et à quel point on trouve que c'est non seulement une aventure humaine et une aventure professionnelle qui sont incroyables. Et puis aussi, quand même, il faut le dire, la fierté de ce qui a été accompli. Assez peu de gens sur des sujets aussi sensibles, en partant de zéro, en n'ayant aucune connaissance, en n'ayant aucun moyen, en ne venant pas de là, en ne se connaissant même pas entre eux, ont eu la chance de bâtir des produits, des services, des entreprises qui sont autant utilisés, aimés. On l'a dit tout à l'heure, je te fais un Lydia, donc cette appropriation de la marque, le fait que cette marque est entrée dans le quotidien des Français. Et puis, bien sûr, on rêve d'Europe, d'aller au-delà de nos frontières hexagonales. Et je crois que ça aussi, ça nous tient bien éveillés et ça nous permet de nous projeter encore pour de nombreuses années dans cette aventure. Donc, évidemment, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de doutes, beaucoup de moments difficiles. Mais quand on regarde rétrospectivement ces 13 dernières années, quelle chance. C'est bien, et c'est pas fini, donc c'est ça qui est génial. Et le meilleur est à venir. Ma dernière question, parce qu'on se fait mettre à la porte, a raison parce qu'on dépasse le délai. Voilà, donc parce qu'on est bavard. Un peu. Dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur, une entrepreneuse de la FinTech ou une FinTech que tu admires particulièrement et pourquoi ? Maintenant, je te poserai une autre question, mais on n'a pas le temps. Oui, évidemment, et c'est pas très original, c'est Olivier Goy. Je crois que depuis qu'on a créé ensemble avec d'autres l'association France FinTech, il y a maintenant presque 10 ans, j'ai toujours eu pour Olivier une forme de passion, et j'ai toujours dit c'est le meilleur d'entre nous. Malheureusement, la vie a éprouvé cette capacité à être le meilleur d'une manière extrêmement violente quand il a été diagnostiqué de la maladie de Charcot. Et étonnamment, au lieu de se sentir finalement victime, de se recroqueviller, il a déployé de manière encore plus extraordinaire ses grandes forces et ses grandes humanités pour finalement faire de ce sujet-là un sujet qui concerne maintenant tellement de gens, alors que c'était un sujet qui était un petit peu sur le côté. Et il vient d'ailleurs d'être nommé le président de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, l'ARSLA, donc la maladie de Charcot. Et je crois que pour tous les malades, pour tous les chercheurs, comme ça a été pour la FinTech, c'est une chance immense d'avoir une personne d'une telle humanité comme porte-drapeau, comme héros, comme super-héros, et donc évidemment Olivier. Eh ben top. Merci beaucoup Cyril pour cette discussion. Merci Anaëlle. Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de FinTech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.